Bien, donc nous continuons à parcourir un petit peu ces différents métiers, on ne les abordera pas tous, mais qui font aujourd'hui la réalité de la bande dessinée, sa création, son édition, sa diffusion, ses médiations, sa conservation. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir, par ordre d'apparition à la table, Pierre Nocerino, Louis Fang et Denis Bajram. Alors, Pierre Nocerino, il a déjà été question de lui tout à l'heure, il a de la chance, dans la table ronde sur la recherche et l'enseignement de la bande dessinée, mais sa thèse est tout à fait particulière sous un angle sociologique, puisqu'il a travaillé sur les mouvements des auteurs et autrices de bande dessinée et la formation d'un groupe social, une thèse qui a pris en partie la forme aussi d'une bande dessinée. Mais il a suivi de très près, en immersion, embedded, avec les auteurs de BD dans un moment important. Louis Fang est romancière, scénariste, elle a monté des spectacles, c'est véritablement une autrice multimédia, mais en ce qui nous concerne, c'est avant tout son travail d'autrice et de scénariste de bande dessinée qui nous importe. Et elle a aussi présenté à Angoulême en 2022 une exposition importante sur le métier de scénariste, mais aussi une exposition militante. Denis Bajram, auteur de Universal War I, de Universal War II, dont les lectrices et les lecteurs impatients attendent la suite depuis un petit peu de temps déjà, mais certainement elle viendra, a aussi été, avec un groupe d'autres auteurs, un repreneur à succès de Goldorak. Mais s'il est présent ici, c'est aussi, et je ne vais pas faire semblant de ne pas le connaître, c'est aussi parce qu'il a été à l'origine des états généraux de la bande dessinée, animés avec un groupe d'autrices et d'auteurs, mais dont Valérie Mangin, Denis et moi-même étions partie prenante, et ces états généraux, qui devaient être les états généraux de toute la bande dessinée, au fond un peu ce qu'on fait aujourd'hui ici, ont été peut-être un peu trop les états généraux des auteurs de bande dessinée, et débouchant notamment sur une étude sur leurs conditions de vie. Alors c'est à Pierre Nocerino que je vais passer d'abord la parole pour évoquer brièvement son regard sur les mouvements qu'il a pu observer et peut-être sur leur suite aussi, c'est-à-dire ce qui vient après le moment de la thèse. Avant toute chose, je prends quand même quelques secondes pour te remercier, Benoît, pour cette invitation qui me touche beaucoup, et surtout ça me donne l'occasion de parler de mes recherches et surtout de l'actualisation de mes recherches, et qui plus est entouré d'un panel aussi impressionnant et passionnant, donc je suis vraiment très touché. Alors cette recherche, justement, elle a commencé en 2014, alors c'était pendant la réforme du RAP, le régime des artistes-auteurs professionnels, donc c'était le régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs. Donc il y avait une réforme qui se traduisait par une augmentation significative des cotisations, et dans un contexte où ça faisait déjà quelques années que les auteurs et autrices se demandaient comment est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre de leur métier, ou plutôt survivre de leur métier, cette augmentation signifiait une précarisation encore accrue de leur situation. Donc une très grande inquiétude, et qui en fait cachait un autre problème peut-être plus profond, qui était que, en fait, faute d'être constitués dans une catégorie administrative ou juridique, en fait, les auteurs et autrices de bande dessinée ne savaient pas exactement combien ils étaient, et donc c'était encore plus difficile pour eux de réussir à faire la preuve, en fait, qu'il y avait cette précarité, cette précarisation accrue de leur situation. Et donc tel était l'objectif des états généraux qui viennent d'être évoqués, donc lancés par Benoît, Denis et Valérie Mangin, qui s'était donné justement pour objectif premier de lancer différentes enquêtes pour objectiver les difficultés du milieu et donc réussir à essayer de prouver s'il y avait vraiment une précarité, une précarisation. Donc ça a été la première enquête statistique qui a permis pour la première fois de donner vraiment des chiffres clairs et précis sur la situation des auteurs et autrices. Et quels chiffres? Parce que donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être encore pire que ce qui avait été anticipé, et donc l'inquiétude a vraiment laissé la place à une sidération.
Sidération qui elle-même a laissé la place ensuite à des mobilisations, donc grâce à ces chiffres justement qui faisaient la preuve qu'il y avait vraiment un problème, il y a eu la possibilité d'interpeller en fait l'État, de les sommer en fait d'agir vu l'ampleur du problème et le décalage par rapport à la fameuse réussite du marché qui était mis en scène chaque année, comme l'a rappelé Xavier Gilbert tout à l'heure. Et donc, effectivement, dans les différentes enquêtes qui ont suivi, que ce soit par l'initiative du CNL, du ministère de la Culture, de la GESA, etc., elles ont intégré les auteurs et autrices de bande dessinée comme une case que l'on pouvait cocher, qui ont permis de continuer à documenter le problème. Et plusieurs rapports qui ont été rédigés, produits au moment où moi je bouclais ma thèse, donc le rapport Lungheretti, dont il a été question plus tôt, en 2019, le rapport Racine, en 2020, qui tous, en fait, faisaient des propositions concrètes pour améliorer la situation des auteurs-autrices de bande dessinée et plus généralement des artistes-auteurs. Alors, est-ce qu'on peut parler pour autant de succès ? Pas vraiment. Et justement, au moment où je rédigeais ma thèse, donc, alors que toute la profession était frappée de plein fouet par la pandémie, il y avait plusieurs auteurs et autrices qui me confiaient que justement, ils étaient très frustrés, très déçus, en fait, et découragés par rapport à la faible avancée, aux faibles avancées qu'il y avait pu avoir dans leur métier. Et de fait, à ce moment-là, j'écrivais dans ma thèse à quel point en fait, ces professionnels avaient du mal à faire corps, en fait, à former une profession, un groupe professionnel qui serait capable de défendre ses intérêts. Alors j'y reviendrai sans doute plus en détail, mais pour donner quelques éléments avant de passer la parole aux personnes à côté de moi, pour moi, cette difficulté à faire corps, à défendre ses intérêts, c'est lié à une organisation du travail spécifique qui est marquée par l'informalité. En fait, cette informalité, elle contribue à isoler les auteurs et autrices. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément isolés physiquement, mais en fait, cette organisation du travail les conduit à devoir assumer en fait, seuls de nombreuses responsabilités sans avoir vraiment la possibilité de remettre en cause, d'interroger ces responsabilités et de les transférer vers des tiers. Ça a été évoqué par exemple tout à l'heure sur la numérisation qui maintenant est à la charge des auteurs et autrices et ils n'ont pas vraiment la possibilité de transférer cette charge sans être accusés de faire des fautes professionnelles. Alors, juste une précision, entendons-nous bien, quand je dis qu'il y a une omniprésence de l'informalité et que ça a des effets délétères, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un sens positif pour les auteurs et autrices qui sont très attachés à ce fonctionnement informel et qui a vraiment des vertus, dans le sens où ça permet de mieux négocier d'un projet à l'autre, valoriser son expertise, aussi entretenir des relations de travail amicales, sympathiques, etc. Mais voilà, cette tendance à la responsabilisation qui est liée à cette informalité, vraiment dans ma thèse, j'ai pu montrer à quel point ça contribuait à créer des souffrances quotidiennes. Donc on parle de dépression, d'alcoolisme, de burn-out, de suicide, donc des choses quand même sérieuses. Et aussi, ça empêchait, ça entravait en fait les mobilisations sociales que j'ai pu suivre. Ça ne les empêche pas complètement, mais ça les entrave, ça les empêche souvent d'aller plus loin. Et donc, voilà, ce fonctionnement informel, ça incite plutôt à assumer soi-même l'ensemble des problèmes plutôt que de voir les problèmes qui sont communs à l'ensemble de la profession. Si on devait résumer, je dirais ça un petit peu comme ça. Et donc voilà, c'est des conditions de travail qui conduisent les auteurs et autrices à créer et à se mobiliser aussi en bandes désorganisées, au point que, en fait, souvent, ils et elles sont assez réfractaires à l'idée qu'il pourrait y avoir une régulation collective de l'activité, à quel point les problèmes pourraient être gérés au niveau de l'ensemble de la profession et pas seulement au niveau des individus. Donc c'était le cas pour la question des rémunérations et des niveaux de vie pendant mon enquête. Mais je pense que c'est encore présent et observable aujourd'hui avec de nouvelles thématiques qui ont émergé, donc la question des violences sexuelles et sexistes, la question des dérives comportementales dans les relations de travail, la question des représentations dans les œuvres, etc. J'en passe. Alors, pour finir et spoiler un peu dès maintenant ma position par rapport à la question qui est posée, j'affirmerai que oui, le métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée, il est en danger parce qu'il existe de nombreux problèmes qui, selon mes enquêtes, prennent tous source dans cette organisation du travail qui est très individualisée, donc qui entrave les revendications collectives des auteurs et autrices, et en plus dans un contexte où l'État n'a pas l'air particulièrement volontaire, on va dire, pour favoriser une formalisation de l'activité qui pourrait permettre de contrer ça. Mais malgré tout, finalement je vais finir plutôt là-dessus, c'est plus optimiste, en tout cas je pense qu'on peut vraiment quand même constater, si on revient à la question des violences sexuelles et sexistes par exemple, qui est vraiment un peu l'actu, en tout cas la thématique sur laquelle il y a des échanges dans le milieu de la bande dessinée, on se rend compte que si ce n'est une prise de conscience, en tout cas il y a une prise de parole dans le milieu. Alors même si on peut regretter à juste titre les conditions de cette prise de parole, le fait que tout le monde ne prenne pas la parole, et que ça ne donne pas forcément lieu à davantage de changements, en fait, on peut quand même se rendre compte qu'il y a une volonté de débat, et il y a quand même pour moi, j'y vois le signe d'une aspiration grandissante, en fait, à des formes de régulation,
Alors qu'il y a quelques années, je pense qu'une majorité de la profession, en fait, était vraiment très réticente à ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est majoritaire aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a une aspiration vers ça qui, selon moi, est quand même plutôt optimiste. En tout cas, on peut se permettre quelques formes d'optimisme. Et même si, voilà, on est encore très loin d'un groupe professionnel en bonne et due forme, en tout cas, j'espère que ça serait un des nouveaux chemins de la bande dessinée sur lesquels les auteurs et autrices pourraient peut-être s'engager tous ensemble. Merci beaucoup de ces éléments introductifs. Alors, je vais passer la parole à Lou, qui va s'appuyer sur quelques images. Je vais rebondir sur un terme que tu as employé, qui est l'informalité, qui est très très pertinent parce que je pense que ça définit tout à fait notre métier, l'informalité. Il y a en effet des avantages à ça, mais aussi des inconvénients, parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles établies, il y a des règles tacites. Et l'un des pièges vers lesquels cette informalité peut conduire, c'est l'invisibilisation, c'est la non-reconnaissance. Et je pense que cette invisibilisation, c'est ce qui a marqué le métier de scénariste dès le départ. René Goscinny disait en 1973, il y avait une conception à l'époque, conception que j'ai d'ailleurs aussi révolutionnée, selon laquelle il fallait que les auteurs, qu'il fallait tenir les auteurs dans un quasi-anonymat. Donc pendant des décennies, les scénaristes étaient des autrices et des auteurs invisibles, dont le travail alimentait quand même les productions de bande dessinée, mais qui étaient à peine rémunérés, sans contrat ni droit. Et bien souvent, leur nom n'était pas inscrit sur la couverture des livres qu'ils avaient signés. Pour subvenir à leurs besoins, ils exerçaient un autre métier, par exemple employés dans un hebdomadaire comme Jacqueline Rivière, première scénariste de Bécassine, éditeur comme Maurice Languereau, scénariste de Bécassine également. Il faut attendre les années 50 pour que Goscinny, Charlier et Uderzo créent une esquisse de syndicat. Et celle-ci déboucha sur l'éviction de Goscinny de la World Press en 1956. La World Press était un diffuseur spécialisé dans la bande dessinée. Donc il a fallu à Goscinny une détermination sans faille pour parvenir à poser son nom sur les couvertures de ses livres et imposer aux éditeurs le rôle officiel du scénariste. Encore maintenant, un scénariste de bande dessinée, c'est compliqué à imaginer pour le grand public. Parfois, quand on m'a demandé quel était mon métier, que je disais scénariste de bande dessinée, on m'a demandé, tiens, ça existe. Une chose pareille ne se ferait pas dans le cinéma. Il est bien entendu qu'il y a des scénaristes dans le cinéma. En bande dessinée, c'est beaucoup moins évident. Donc tout cela est dû aussi à cette méconnaissance, cette invisibilisation du métier. Vous voyez sur ces images des photos de bureaux de scénaristes. Ce sont des photos que j'ai exposées dans mon exposition « Écrire est un métier ». Cela permet de voir concrètement que oui, écrire est un métier qui implique des horaires, des contraintes, des recherches, du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et c'est un métier qui génère aussi une économie qui est bien souvent au début de la chaîne de la création. Si on veut parler très concrètement de la chose, quand il y a collaboration entre un dessinateur et un scénariste, la première personne qui va lancer la machine, c'est le scénariste. C'est lui qui va commencer à écrire, qui va commencer à établir l'univers, délimiter le récit. Et voilà, c'est lui qui va débuter. Et bien souvent, ce début de travail se fait sans contrat ni rémunération. C'est vraiment un pari sur l'avenir avec aucune garantie que cela aboutira à un projet concret. Voilà pour les difficultés. J'en reviens encore à cette informalité. Une collaboration entre dessinateurs et scénaristes, elle doit se faire sur la confiance, sur évidemment une admiration mutuelle, en tout cas un grand intérêt mutuel du travail de l'un et l'autre.
Mais quand on commence à aborder la question des contrats, ça peut coincer, parce que dans les contrats, on mentionne une avance sur droit, qui n'est pas la rémunération du travail effectué, mais qui est une avance faite sur les droits d'auteur à venir. Et bon, quand on est seul, voilà, on reçoit une certaine somme, mais quand on est deux, comment fait-on? Alors il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses écrites qui instituent une certaine répartition. Il y a des usages. L'usage général, c'est 1/3 pour le texte, 2/3 pour le dessin. Il y a une partie pour la couleur s'il y a un coloriste. Mais voilà, étant donné que rien n'est gravé dans le marbre, cette répartition peut donner lieu à des négociations qui ne sont pas forcément agréables. On est en train de parler de création d'abord avec son collaborateur et on se met à parler d'argent. Et parfois, il peut y avoir un petit bras de fer voilà, qui peut aussi porter préjudice à la relation future de création. Ça, c'est un problème aussi, cette informalité des répartitions. Cette invisibilisation du scénariste, c'est aussi un problème en ce qui concerne sa propre négociation sur cette répartition de sa part d'avance sur droit. Par exemple, un dessinateur peut faire prévaloir sa notoriété, son expérience, voilà, ses chiffres de vente. Un scénariste aussi, quelquefois. Un scénariste aussi, quelquefois, j'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Mais en tout cas, cette informalité, voilà, crée une espèce de flou sur les répartitions, sur le poids aussi de chacun des auteurs. Et puis, pour le scénariste vis-à-vis de l'éditeur, c'est aussi un problème, cette invisibilisation, parce que comment peut-il prétendre à une plus grosse avance si la teneur même de son travail, si le concret de son travail n'est pas pris en conscience par l'éditeur. Voilà pour la spécificité du métier de scénariste. Merci beaucoup, Lou, pour cette première approche. Avant de passer la parole à Denis Bajram, je voudrais faire deux petites remarques qui pourront être relancées. La première, peut-être pour contrebalancer ce que tu dis, c'est aussi que le scénariste bénéficie probablement d'un statut meilleur en bande dessinée que dans l'audiovisuel, où son droit sur l'œuvre achevée n'est pas là du tout, mais ça n'enlève rien aux questions que tu évoques, mais je pense qu'on est quand même reconnu désormais comme co-auteur. L'autre chose, c'est un point qu'il faudrait évoquer, qui n'est pas représenté à cette table, qui est la question des coloristes. Tu y as fait allusion très rapidement, et j'ai l'impression, quelquefois, et j'y avais consacré d'ailleurs l'un des cours que j'ai donné, j'ai l'impression quelquefois que les coloristes, majorité des femmes d'ailleurs, se retrouvent un peu dans la situation du scénariste avant que Goscinny n'intervienne, que la présence du nom du coloriste ou de la coloriste sur la couverture de l'album est loin d'être réglée, y compris dans des cas de coloristes dont l'apport est absolument considérable, que parfois même à l'intérieur du livre, il arrive que ce soit très peu présent. Il y a eu un gros combat des traducteurs et traductrices pour se faire reconnaître et pour que leur nom existe et que leur part dans la création existe. Et je crois que les auteurs qui sont à la fois scénaristes et dessinateurs, les scénaristes, les dessinateurs et dessinatrices doivent aujourd'hui prendre en compte cette importance créative des coloristes et leur donner leur place financière et symbolique
Je pense que ça passe par le nom, mais ça passe aussi par une association au droit. Bien sûr, comme les droits, quelquefois, sont exigus, on a l'impression que chacun prendrait une part à l'autre, mais on sait aussi que le succès d'une bande dessinée, c'est celui de son dessin, c'est celui de son scénario, mais c'est aussi très souvent, et il y a des exemples absolument remarquables, celui des coloristes. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Denis Bajram, qui a vraiment, en dehors de son travail d'auteur, cette attention extrême à la profession et le contact avec beaucoup d'auteurs et d'autrices, qui a pu mesurer, je crois, au fil des ans, que ce que certains percevaient comme un problème individuel, moi, ce que je fais ne marche plus, ça ne va pas, je ne m'en sors plus, était en fait un problème collectif. Et Denis a eu la générosité de consacrer une partie de son temps, y compris de son temps créatif, à ce combat collectif dont tu peux sans doute nous dire quelques mots, et surtout la manière dont tu vois les enjeux d'aujourd'hui, puisque Pierre a brillamment rappelé ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Déjà, je reviendrai sur le mot d'informel, et Dieu sait que tu as raison. Mais je pense que tout ça, on peut remonter à la racine du mal très facilement en lisant Pierre-Michel Menger, qui enseigne en ces vénérables murs, dans le fait que notre activité est irrationnelle. Elle est irrationnelle parce qu'en fait, sérieusement, si on regarde les statistiques de chance d'en vivre, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas devenir auteur. C'est un très mauvais choix, comme il ne faut pas essayer de vivre de la musique, etc. Quand on commence, on est dans la certitude de perdre si on regarde les stats. Or, on commence tous et on fonce, et plein de gens vont continuer à y aller, parce qu'en fait, il y a un espoir romantique qui est non seulement d'être lu, on a quelque chose à dire et on veut être lu, mais qui est aussi d'en vivre, donc de pouvoir continuer à produire pour continuer à être lu. Le but économique n'est que le moyen. Je ne crois pas qu'il y a grand monde de sérieux qui aille vers ces métiers en pensant devenir millionnaire, c'est tellement rare, autant jouer au loto. Donc en fait, cet informel, il vient de là, parce qu'en fait, on reste des romantiques, et on a beau apprendre les ficelles d'un métier, finir par en maîtriser même le droit, pour certains d'entre nous, etc., on reste relativement irrationnel, et c'est donc très compliqué là-dedans d'aller comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif. Parce qu'il faut rationaliser, il faut faire une sorte de sociologie en fait, il faut regarder les grands ensembles, comprendre les grandes structures, etc. Or, tout nous porte au contraire à nous concentrer sur nos petites angoisses, sur nos émotions, sur ce qu'on voit du monde, sur notre vision différente du monde, même quelque part à sortir du monde pour le regarder. Donc, aller observer le collectif, c'est très dur. Et je sais qu'avec Benoît, on en avait parlé au tout début des CGBD, parce qu'on est peu d'auteurs, on est même peu d'universitaires à faire ce travail-là, je crois, d'essayer de regarder globalement et de comprendre les grandes structures. Les dangers qui nous tombent dessus, on ne les voit pas non plus de la même manière. Je vais vous raconter un petit exemple qui prouve à quel point, quand on est face individuellement à ça, à un danger, on peut complètement se tromper. Il y a un auteur, j'étais un des tout premiers auteurs à basculer dans le numérique, j'ai commencé à dessiner en numérique mes albums en 2001, je crois. Donc on était 2, je crois, à l'époque. Et quelques années après, je vois lors d'un festival un auteur qui arrive et qui me dit « Ah, je vois que tu produis en numérique, c'est formidable, etc. J'aimerais bien m'y mettre. » Alors je lui dis « Oui, il y a un investissement, du temps, tu vas voir, c'est pas très simple, mais c'est vraiment intéressant. » Et puis on discute plus en avant et il me dit qu'en fait son but c'est de produire plus. On va arriver sur la question de la productivité qui à mon avis est centrale dans toutes les crises actuelles. Produire plus, je lui dis ah, très bien, donc tu veux faire plus d'albums par an? Oui. Et je lui demande mais pourquoi tu veux faire plus d'albums par an? Il me dit bah comme il y a beaucoup d'albums qui sortent, les albums se vendent de moins en moins, donc moi aussi il faut que j'en fasse plus. Et d'un seul coup on voit en fait un cercle vicieux, un cycle totalement descendant se mettre en place. La personne elle-même est en train de chercher à résister à la vague de la surproduction, pour réutiliser le mot, en surproduisant. C'est exactement ce que, dans une profession constituée, on aurait dû combattre. On aurait dû trouver un moyen de ralentir la machine devenue folle, peut-être pas en freinant, parce qu'autrement, comme m'avait dit un éditeur, la caravane va passer par-dessus la voiture. Mais en tout cas, en essayant de ralentir, on a tous fait le contraire. En fait, on a tous mis en place des moyens d'augmenter notre productivité. Les éditeurs, les libraires qui se sont organisés pour gérer plus de flux,
Les auteurs, pour une bonne partie pour produire plus, quitte à faire des révolutions esthétiques passionnantes, le cas d'Hergé, mais on pourrait identifier ça dans énormément des révolutions esthétiques de ces dernières décennies, produire plus pour survivre à la surproduction, participant en même temps au fait qu'il y a de plus en plus de choses dans la bande passante, et que quand on commence à regarder d'un peu loin, on a l'impression d'allumer une télé avec de la neige. Et aller repérer qu'un point blanc est plus intéressant qu'un point noir à côté, ça devient extrêmement difficile. Donc voilà, pour moi, le danger, il est là aujourd'hui. Fondamentalement, il est dans la productivité. Or, le dernier danger identifié par les dessinateurs et les scénaristes, qui sont les intelligences artificielles, sont par excellence des outils de productivité. Donc je pense que surproduction, productivité, voilà aujourd'hui les enjeux. Si nous ne ralentissons pas, si nous n'allons pas dans le slow, comme on aime dire en anglais aujourd'hui, on se dirige vers un effacement. L'invisibilisation, elle ne sera pas seulement pour les minorités, elle sera pour tout le monde, puisque de fait, on sera noyé dans ce bruit dans la bande passante. Je t'entends, Denis, mais j'entends aussi, et je vois aussi la manière dont l'accélération, et notamment dans les processus de consommation des produits culturels ou des œuvres, dont l'accélération touche d'autres domaines. Évidemment, nous pensons en premier lieu aux séries télévisées, et on se dit que le seul média en bande dessinée qui réponde à peu près à ce rythme effréné qui nous permet de consommer une saison, voire plusieurs saisons en très peu de temps, donc à l'opposé d'un Jacobs, d'un Franquin, d'un Hergé qui distillaient leurs pages de manière hebdomadaire, laissaient parfois du temps entre deux albums, etc. Les séries télévisées, comme les mangas, nous ont habitués à la disponibilité d'une, d'un univers fictionnel que nous pouvons consommer à notre guise sans trop patienter. Le phénomène frappant, c'est évidemment de voir à côté de cela des romans graphiques de grande ampleur qui se développent et dont le rythme de parution est tout à fait différent. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre une pure démarche d'auteur et une démarche de lectrice et de lecteur qui ne sont pas forcément indifférents à la qualité, mais qui ne supportent plus d'attendre? Et est-ce que nos mécanismes de production, est-ce qu'une certaine autorisation, artification de la bande dessinée ne joue pas contre ce phénomène populaire que nous laisserions finalement au seul mangaka? C'est une vraie question. Ça s'adresse à chacun. Et je rajouterais même que les univers partagés, type Marvel, qui permettent d'assembler des séries et des films jusqu'à rendre le temps d'écoute absolu, on pourrait passer sa vie à regarder que du Marvel, je pense, aujourd'hui. Et ça dans tous les domaines. C'est un vrai problème pour nous, mais c'est un vrai problème pour tout le monde. Là, je dirais qu'on se retrouve tous les créateurs dans tous les domaines de la planète, face au même problème. Il n'est pas propre à la bande dessinée. Nous, notre problème, c'est qu'on a eu, dans les années 50, puis 60, puis 70, surtout un développement d'une bande dessinée au temps long, ouvragée, très artisanale dans ses moyens de production, avec le dessin réaliste, entre autres, qui prend beaucoup de temps. Je vois Françoise Coyton, voilà, rien qu'au nombre de traits, c'est juste effrayant en termes de quantité de travail. Et on ne parle même pas de toutes les recherches avant, de la réflexion et tout. Donc c'est cette bande dessinée qui est menacée. Finalement, on peut en parallèle inventer en effet une bande dessinée de production rapide qui ira totalement dans d'autres schémas. Elle va exister même. Je crois que la réalité va s'imposer à elle. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut sauver une autre bande dessinée ? Pas de savoir s'il va y avoir une bande dessinée de grande production, elle sera là. On aura de la bande dessinée faite par IA. On sait que des éditeurs de manga sont en train d'entraîner des IA à produire les épisodes. Ça y est. C'est pour demain, et pas après-demain, pour demain. Donc elle sera là, elle existera. Le modèle culturel français, c'est pas celui-là. J'entendais parler tout à l'heure de l'idée de la politique publique. Osons prononcer le mot de la subvention, même si aujourd'hui il fait peur à tout le monde. En effet, il va peut-être falloir avoir un secteur culturel un peu protégé en bande dessinée si on veut sauver certains types de bande dessinée. Il va falloir aussi clairement aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les GAFA, chez tous ces gens-là qui se servent copieusement de toutes nos productions
pour animer leur réseau et remplir leur flux sans nous redonner assez. Enfin, bon, Google nous donne gentiment, via nos sociétés artistes, quelques centaines d'euros par an. Quand on voit la quantité d'images de bande dessinée qui nourrissent les réseaux, ça paraît ridicule, et c'est vrai pour les photographes, les peintres, etc. Donc, mais pour moi, la réflexion aujourd'hui, plus que celle des dangers, c'est comment sauver, en fait. Parce que je ne m'inquiète pas pour la bande dessinée qui va naître dans ce monde-là, elle sera adaptée. Le problème, c'est pour notre bande dessinée de moines, là, on en parle parfois comme ça, mais les auteurs, ils sont enfermés chez eux, dans leurs cellules, à produire des bibles enluminées pour certains. Ça prend un temps de fou, c'est totalement inadapté au monde de 2020. Et d'autant plus quand le système éditorial s'est lui-même en partie coulé dans le modèle du flux, donc de la production avec une rentabilité assurée sur le flux. Il commence à avoir du mal à financer une bande dessinée de moines, justement. Donc voilà. Une chose qu'il faut rappeler, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est que une des particularités de la bande dessinée est d'être quand même un artisanat. Je reviens à la belle formule de Pierre-Michel Menger, un artisanat furieux, disait-il en parlant de la bande dessinée. C'est évidemment valable d'abord pour les dessinateurs, mais ça peut l'être pour les scénaristes, ça peut l'être pour les coloristes. Tous les outils du monde n'y changent rien. Il y a un temps incompressible à passer sur chaque page et surtout sur chaque livre. Ce qui fait que si on relit une demande du public d'avoir assez vite la suite d'une histoire, par exemple Universal War 2, cette dimension artisanale, ce que dans d'autres domaines artistiques on voit comme une pratique non pas amateur, mais disons accompagnée d'un autre métier, un second métier, et c'est souvent quelque chose qu'on entend et que nous avons entendu jusque dans des lieux importants, de pouvoir dire mais enfin les auteurs doivent avoir un autre métier. Cet autre métier, en tout cas pour les dessinateurs et dessinatrices, est à peu près incompatible avec les attentes des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires et du public. Donc là, il y a quelque chose d'assez étrange. On conçoit très bien qu'un écrivain publie tous les 3 ans un roman. Ça ne choque personne et même ça lui évite de passer dans les littératures dites de genre, alors qu'en bande dessinée, ça a l'air d'être un artiste, un esthète, et ce n'est réservé qu'à une très petite catégorie de créateurs. Si on parle du métier en danger, je crois qu'il ne faut pas voir simplement l'individu en danger, mais l'idée même de métier. Et ça, c'est quelque chose qui est une singularité de ce domaine. Je suppose que... Et j'ajouterai à cette dimension, j'ajouterai à cette dimension très rapidement, la complexité de la formation d'un auteur, particulièrement d'un dessinateur de bande dessinée qui est censé savoir tout dessiner, qui remplace une équipe de cinéma au complet, du chef-op au costumier, en passant par le maquilleur, le casting, etc. Heureusement avec l'aide de son scénariste souvent, et de son coloriste pour la partie finale de l'image. Mais la formation d'un auteur de bande dessinée ne se fait pas en quelques années. Il faut du temps, et la maturité d'un auteur de bande dessinée nécessite encore plus. Et donc on voit bien que ça ne correspond pas non plus à l'ère du temps, qui serait que les gens, après avoir payé leur école privée, soient très vite sur le marché et produisent très rapidement des quantités astronomiques. Lou, tu veux prolonger ces réflexions? Je crois que tu enseignes aussi, donc pose aussi les questions sur l'avenir et la construction du métier. J'enseigne le scénario à l'école Saint-Luc de Bruxelles. C'est une activité qui ne me prend pas tout mon temps, donc qui me laisse le temps de faire le reste. Et je ne voudrais pas avoir de plein temps d'enseignant parce que je suis avant tout autrice. On va revenir sur cette question de demande ou de voracité du public qui demande la suite. Est-on obligé d'y répondre, toujours? Parce que se pose aussi la question du désir. Et c'est important que tout le monde ait du désir, que le public désire toujours lire, et que ce soit une certaine série ou lire en général, que les auteurs aient toujours le désir de créer. Et j'ai l'impression que cette course folle, ce qu'elle menace, c'est le métier, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le désir de tout le monde. Si une demande est satisfaite tout de suite, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de désir. Je pense que cette surproduction, cette sollicitation ou surproposition de choses
peut conduire aussi à un aplatissement, comme tu disais, à un effet de neige sur l'écran, où tout est égal en fin de compte et rien ne ressort. Donc je pense que c'est quelque part aussi aux auteurs de se freiner aussi, de se dire est-ce que j'ai besoin de raconter cette histoire? Est-ce que j'ai envie vraiment de raconter cette histoire? Et puis prendre le temps de le faire comme je voudrais le faire et pas forcément comme d'autres souhaiteraient le voir. Le désir vient de la surprise aussi, le désir vient de nouvelles propositions. Et ça, c'est vraiment l'essence de la création, de proposer des choses nouvelles, d'inventer, de réfléchir. Et tout cela, ça va avec le temps, ça va avec le temps qu'il faut. Pierre, dans ta fréquentation pour ta thèse des autrices et des auteurs, comment dirais-tu qu'ils ou elles se perçoivent? Est-ce qu'ils se vivent d'abord en termes d'auteurs avec un projet spécifique, en termes d'artistes, en termes d'artisans? Quel rapport entretiennent-ils au fond avec leur propre image du travail qu'ils opèrent? Vaste et complexe question. Heureusement, l'enquête des États généraux permet d'y répondre en partie. Quand on avait demandé aux auteurs et aux autrices, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, comment est-ce qu'ils se dénommaient, c'était cette appellation auteur-autrice qui attirait la reconnaissance des personnes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient majoritairement, très majoritairement. Certains se déclaraient encore comme artistes, d'autres comme artisans, mais en fait peut-être que finalement ces différentes appellations un peu marginales montrent aussi différentes conceptions du métier, différentes approches du métier. En tout cas, ce qui est intéressant, à mon avis, d'observer par rapport à cette époque où on avait fait cette enquête et des résultats qui en sont sortis, c'est à quel point ce nombre d'auteurs, autrices, voilà, qui déjà attirait l'engouement et une certaine réunion, c'est vraiment devenu une étiquette à laquelle les personnes ont pu se rattacher et se revendiquer. Là, je fais vraiment appel à des vieux travaux en sociologie de Luc Boltanski, non pas sur la bande dessinée, mais sur les cadres. Donc cette profession floue dans laquelle on pouvait mettre un peu n'importe qui, n'importe quoi, mais qui se reconnaissait dans une appellation qui était les cadres. En fait, finalement, c'est un petit peu la même chose sur les auteurs, autrices. Bon, certains vont dire plutôt artisans, peut-être plutôt artistes, mais finalement, voilà, il y a cette appellation auteur-autrice dans laquelle ils se reconnaissent, et ça, c'est déjà un premier pas qui va leur permettre de se réunir et de se rendre compte qu'ils partagent finalement un certain nombre de choses. Et je me permets de prendre juste quelques secondes pour réagir un petit peu aux questions d'avant, parce que c'est très frustrant. Je pense que la discussion elle continuera après. Mais effectivement, en fait, ça permet aux auteurs-autrices, et plus généralement à ce groupe social qui est en train de se constituer, même si, je l'ai dit, il y a des entraves à cette constitution, ça permet de réfléchir, et là, notre discussion en est la preuve. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce que ces temporalités qui sont imposées de l'extérieur, est-ce qu'on doit les accepter, est-ce qu'on peut les refuser, sous quelles conditions, etc. En fait, on est déjà en train de sociologiser le débat. Alors, je ne dis pas que c'est forcément possible, mais ça permet d'aller à l'encontre d'une certaine naturalisation de plein d'idées reçues dans le milieu de la bande dessinée. Quand j'ai fait mon enquête, il y avait cette idée qui revenait tout le temps de quand on fait une série, il faut sortir un album par an, sinon la série est un échec. Pourquoi un par an? Pourquoi pas un tous les 8 mois, tous les 6 mois? Pourquoi pas des épisodes, etc. C'était jamais interrogé. Il y a peut-être des chiffres qui le montrent derrière, on ne me les a jamais montrés. Il y a sans doute des expériences qui attestent du fait qu'une série qui n'a pas des publications régulières va s'écrouler. C'est sans doute vrai, mais c'est jamais interrogé. Et c'est ça pour moi la difficulté, c'est que s'il n'y a pas une réunion autour d'un groupe autour à minima d'une appellation, en l'occurrence auteur-autrice, ça va être il va y avoir une difficulté à réfléchir les mécanismes sociaux qui sont derrière et qui permettent d'éviter aux auteurs et aux autrices de se rendre systématiquement responsables de la résolution des problèmes, en l'occurrence, pas juste se poser la question est-ce que je dois accepter ou pas ces temporalités qui me sont imposées, mais est-ce qu'ensemble on doit participer ou non de ce mouvement-là. Voilà, pour moi, c'est surtout ça qui est intéressant dans les évolutions récentes de ces dernières années. Une question qui me semble incontournable, puisqu'on parle métier, c'est celle des écoles. Donc non pas comme métier occasionnel ou permanent pour certaines ou certains, mais comme porte d'entrée dans la profession. Pendant très longtemps, on le sait, l'apprentissage se faisait auprès d'autres auteurs ou de manière autodidacte.
Depuis une bonne trentaine d'années, les écoles ont pris une place considérable et forment, et ont formé d'ailleurs, des auteurs et des autrices remarquables, et dont certains très renommés. Mais est-ce que ces écoles ne reposent pas sur un paradoxe qui serait de faire croire que auteur, autrice de bande dessinée est bel et bien un métier, un débouché. Bien sûr, on peut poser la question pour d'autres écoles d'art, hein, pour les écoles de cinéma, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas, surtout avec des formations extrêmement spécifiques, qui seraient vraiment des formations à la bande dessinée et non pas à l'image narrative dans toutes ses composantes et avec tous ses médias et dans tous ses supports, est-ce que la multiplication des écoles n'est pas en partie à l'origine de difficultés ou de déceptions que l'on rencontre? Est-ce que l'atterrissage, en sortant d'école où on a été plus ou moins bien accompagné, parfois pouponné, ne réserve pas une terrible entrée dans le réel, une terrible collision avec un univers professionnel qui a d'autres attentes que celles qu'on peut avoir dans une école d'art? Alors, je vais parler pour ce que nous on fait à l'école Saint-Luc de Bruxelles. On ne les illusionne pas du tout sur ce qui les attend après. L'équipe pédagogique, les enseignants sont tous des auteurs, voilà, en activité, et on partage aussi notre expérience avec les étudiants. D'une certaine manière, cette transmission d'auteur à jeune auteur, elle se fait toujours, hein, en tout cas, nous, tel qu'on pratique notre pédagogie, c'est comme ça que ça se passe. On parle aussi de l'état économique, de ce qui peut les attendre derrière, et jamais on ne les berce d'illusions sur la facilité ou sur le fait que la place est juste à prendre et que ce sera facile, bien au contraire. Je pense qu'une école de bande dessinée doit prendre ses responsabilités par rapport à toute cette génération qu'elle forme, non seulement sur des choses artistiques, techniques, mais aussi sur la réflexion à avoir sur leur propre création, mais aussi en tant qu'individu dans la société dans laquelle ils se trouvent. Quelle est leur place de citoyen, quelle est leur place de créateur. Je pense que c'est un ensemble il faut former évidemment à la pratique, mais il faut aussi former les esprits, former la réflexion. À Saint-Luc, il y a non seulement des cours de scénario, de dessin, mais il y a aussi des cours de sémiologie, des cours de droit, pour pouvoir négocier les contrats, en tout cas lire et comprendre des contrats, ce qui n'est pas rien. Il y a tout un parcours qu'on essaye de rendre le plus complet possible pour aborder cette vie professionnelle. Et puis, tous les étudiants qui sortent de l'école ne sont pas forcément auteurs. Et je dois même dire que c'est juste un pourcentage réduit qui sera publié et encore plus réduit qui pourra en vivre. L'école peut aussi être une étape pour autre chose. Mais en tout cas, la formation qu'on propose, elle doit ouvrir à tout ça, elle doit ouvrir à toutes ces perspectives et être très très réaliste et lucide sur l'état du monde à la fois social et économique dans lequel cette génération va entrer. Pierre, les autrices et auteurs que tu as fréquentés, pour la plupart, étaient passés par une école? Alors oui, justement, c'est un point intéressant parce que la plupart étaient passés par des écoles diverses et variées, mais quasiment tous se présentaient comme autodidactes. Donc ce qui est un paradoxe assez intéressant, mais qui en fait s'explique très bien sociologiquement. Et je pense que ça répond aussi à la question, est-ce qu'il n'y a pas un atterrissage qui est difficile quand on sort de l'école? Clairement. Et je pense que certains enseignants et enseignantes diraient que c'est l'objectif, dans le sens où c'est comme ça que se ferait la sélection. Et ça explique aussi l'autodidactie, c'est-à-dire qu'il y a
vraiment une croyance partagée dans le milieu liée à cette informalité, à la tendance à la responsabilisation des auteurs et autrices, qui est que, en fait, pour réussir à être auteur-autrice, il faut donner de soi, donner de sa personne, montrer à quel point on en veut, à quel point on est capable de faire des nuits blanches, des bouclages, etc. Voilà, cette fameuse image romantique en fait qu'il y a de la création. Et donc finalement, la sortie de l'école, c'était un peu un test par rapport à ça. Et d'où cette idée que, oui, en fait, on est autodidacte parce que l'école, elle nous apprend pas vraiment la vie réelle, et c'est après que vraiment on se rend compte à quel point on peut aller encore plus loin que ce qu'on pensait lorsqu'on faisait trois projets de diplôme en même temps, etc. Mais malgré tout, il faut quand même préciser par rapport à ce que tu évoquais sur le fait qu'il y avait quand même une prise de responsabilité des écoles. J'ai l'impression, alors là c'est vraiment des hypothèses, il faudrait vraiment mettre en place une enquête réelle en allant voir ces fameuses écoles, en regardant, en faisant un historique de leur contenu pédagogique, des supports de cours, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus une aspiration, en tout cas un questionnement sur justement leur responsabilité par rapport au fait de lâcher leurs étudiants et leurs étudiantes. Alors pourquoi c'est apparu? C'est une très bonne question, je ne peux pas y répondre malheureusement, mais en tout cas j'aurais envie d'y répondre, et j'ai l'impression que de plus en plus effectivement les écoles proposent en fait des éléments, en fait donnent plus de cours qui permettent à leurs étudiants et étudiantes en fait d'avoir déjà des éléments pour décrypter l'univers professionnel dans lequel ils vont s'insérer, alors qu'avant c'était vraiment considéré comme de la responsabilité de ces étudiants et étudiantes, dans le sens où c'était comme ça que se faisait la sélection. Donc déjà je trouve qu'il y a une évolution qui est notable, mais là encore une fois il faudrait faire l'enquête pour vraiment pouvoir l'affirmer. Denis, je vais te laisser le mot de la fin, soit sur cette question des écoles, soit sur une autre question qui te paraît centrale aujourd'hui pour l'avenir de ce métier. Je parlais de productivité et quelque part, on a une surproduction d'écoles aussi, on peut le dire. Aujourd'hui, elles sont tellement nombreuses que certaines ont ouvert leur panorama et forment des généralistes de l'image, de la narration, etc. Et c'est sans doute pas une mauvaise idée pour la survie de leurs étudiants par la suite. Je pense que la réponse à cette surproductivité générale, elle est dans l'ambition. Je pense que ça rejoint ce que tu disais. Un auteur aujourd'hui d'être ambitieux, mais ambitieux en termes évidemment créatifs. Je pense que quelqu'un qui ira totalement à fond et quitte à faire des nuits blanches de folie le fera pour accomplir une œuvre et pas pour répondre à des délais éditoriaux. Cette personne-là a des chances quand même de creuser un trou qui sera à lui, qui durera un certain temps, etc. Moi, on m'a dit de produire un album par an. J'ai fait exactement l'inverse, ça m'a plutôt réussi. Je ne dis pas qu'il faut faire ça obligatoirement, et là je vois les éditeurs en panique. Sur le Goldorak, on a mis 2 ans, on a été à 2 ans de retard parce qu'on a eu cette ambition de folie. On a été récompensé à la fin par un public qui a apparemment retrouvé ses billes. Mais l'ambition, qu'on soit dans l'avant-garde ou dans la culture populaire, l'ambition est la réponse à la surproduction. Les œuvres ambitieuses ont plus de mal à disparaître sur le fameux écran et dans la fameuse neige de l'écran. Donc moi, s'il y a des auteurs qui nous écoutent, soyons ambitieux. Réfléchissez à la bande dessinée que vous voulez faire, celle qui fait que vous avez fait une école, celle qui vous tient encore en vie aujourd'hui, celle que vous lisez aujourd'hui, et faites-le avec la plus grande ambition possible. Merci à tous les trois.